Il est à la tête de la Confédération générale des travailleurs de Burkina Faso, une centrale syndicale depuis le 30 novembre 2013. Il est bouillant sur la scène. Il est au devant de l'actualité depuis plusieurs mois. Eh bien, il est l'invité exceptionnel de Burkina Info TV. Monsieur Bassolma Bazi est avec nous, le général comme certains l'appellent. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Comment va monsieur Bassolma Bazi? Je vais bien, merci. Et vos activités? Les activités aussi se passent bien. Vous dites que vous allez très bien. Dans ce contexte burkinabé où le terrorisme sévit, est-ce qu'on peut aller bien dans un pays qui est vraiment confronté à d'énormes difficultés? Je pense que pour commencer, je tiens à m'incliner respectueusement devant la mémoire de tous ceux qui tombent au quotidien dans ces conditions assez malheureuses et douloureuses. Et je tiens aussi à réitérer la compassion profonde de la CGTB à l'ensemble de leur famille, mais aussi à l'ensemble du peuple burkinabé. Et il faut dire que dans cette situation, on a besoin de courage renouvelé, d'engagement renouvelé, de détermination, d'autant que quand on a un mal en face, si vous perdez espoir dans le combat, il est tout à fait clair que vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc, quelles que soient les difficultés qui se pointent à l'horizon, quelles que soient les situations dramatiques qu'on puisse traverser, on doit espérer en restant au front. Aujourd'hui, il y a un enseignant qui a été donc abattu du nom de Salif Badini. Il a été inhumé sur place. Le monde syndical de l'enseignement a trouvé que cela ne devrait pas se dérouler de cette manière. Est-ce votre avis? Je pense que les camarades se sont prononcés et ils ont parfaitement raison. Mais pour nous, notre position, il faut dire au niveau de la CGTB, même s'il faut prendre en compte les détails, il faut toucher courageusement la plaie et avoir aussi un minimum de patriotisme à interpeller ceux qui doivent s'investir pour que nos peuples africains, et notamment le peuple burkinabé, ne vivent pas une telle situation. Je le dis d'autant que la question du terrorisme, j'allais dire, c'est une forme d'industrie en marche, autour de laquelle industrie, il y a beaucoup d'organisations mafieuses, de personnalités avec de la moralité assez douteuse, parce que tous ceux qui viennent dans nos pays, donnant même l'impression d'être nos protecteurs, sont les premiers pilleurs. Et vous faites allusion à qui éventuellement? Je veux parler des puissances impérialistes, notamment la France, les États-Unis. Je ne m'adresse pas au peuple français ni au peuple américain, d'autant qu'on doit comprendre que ces peuples également se battent pour que leurs dirigeants ne soient pas des exploiteurs des autres peuples du monde. Voilà pourquoi au sein de notre confédération, nous faisons aussi notre cheval de bataille, la solidarité internationale entre les peuples. Et vous savez très bien que la crise malienne, nous avons eu à publier une déclaration en 2012, au début de la crise malienne au nord, déclaration dans laquelle nous n'avons pas été assez bien compris. Mais aujourd'hui, c'est une déclaration qui est d'actualité. D'autant que nous avons rappelé que la crise malienne a eu son départ depuis les années 1957, avec la même France. Et ensuite, il y a eu le MNLA qui est remonté dans les années 2012-2013 pour reconquérir cette zone du nord. Et nous avons pris position en dénonçant l'attitude des puissances impérialistes, d'autant que la zone qui était en conquête dans les années 1957, quand on rentre dans l'histoire, dans les documents, ça a pratiquement le même découpage que la zone Azawad qui a été revendiquée, qui vient jusqu'à Dori, donc le territoire burkinabé, et on l'a évoqué. Et quand on regarde, c'est une zone qui est très riche en ressources naturelles, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, ainsi de suite. Donc il y a des gisements qui sont convoités par les différentes puissances. Vous voulez dire aujourd'hui que le terrorisme est lié notamment à des intérêts particuliers défendus par des puissances étrangères? Il est très bien lié à des intérêts particuliers, voilà pourquoi je parle d'une industrie mafieuse. D'autant qu'autour de ce terrorisme, on a l'impression qu'en même temps, on l'utilise comme un moyen d'exploitation des peuples. Il est également produit et entretenu par ceux qui se battent et qui utilisent des guerres de rapine pour conquérir les ressources du monde. Et quand je le dis, parce que quand on crée la misère et quand on crée l'insécurité, on fait en sorte à ce qu'il n'y a pas la stabilité sociale. Et beaucoup de familles n'arrivent pas à avoir les ressources pour éduquer les enfants qui se retrouvent dans la rue. Et tous ces éléments constituent un environnement propice au recrutement des terroristes. Est-ce que vous ne déplacez pas le problème, M. Bazi, en accusant les puissances étrangères? Oui, j'en arrive. C'est une question d'étape. Maintenant, il faut comprendre pourquoi ça arrive à se développer dans nos pays. C'est parce que les dirigeants politiques qui sont à la tête de nos États, comme il n'y a pas une indépendance véritable politique, économique et sociale, se comportent comme des valets locaux. C'est des courroies de transmission des décisions impérialistes qui sont prises.
Vous vous rappellerez que dans les années 1960, après notre indépendance le 5 août 1960, le premier président Maurice Yamerogo avait dénoncé la présence militaire étrangère dans notre pays. Il avait dit qu'il n'en avait pas besoin de base militaire étrangère dans notre pays. Mais le Burkina n'en avait pas, effectivement. Oui, il n'en avait pas parce que ça veut dire qu'il a eu le courage politique de s'assumer. Il a eu un minimum de patriotisme de s'assumer. Mais quand nous prenons la situation qui se déroule actuellement, j'ai dit tantôt, si on ne touche pas véritablement la plaie, on ne pourra pas la soigner, il faut situer les responsabilités. D'abord, nous avons des dirigeants qui n'ont pas le courage de dire non. Nous avons des dirigeants qui sont téléguidés de l'extérieur. Ça fait que les politiques qui sont appliquées dans nos pays n'ont rien à voir avec nos réalités. Ce n'est pas dans le sens du développement de nos pays, ce n'est pas dans le sens de mettre les populations dans des conditions idoines de sécurité. Et nous avons pris des exemples. La Confédération générale du travail du Burkina a toujours interpellé les autorités à travers plusieurs plateformes pour dire que la façon dont notre armée était gérée n'était pas convenable pour aboutir à une armée républicaine. On ne peut pas désarmer les autres casernes. On ne peut pas maintenir les forces de défense et de sécurité dans la précarité. Transformer un certain flanc de ces forces de défense et de sécurité en des mercenaires. Mais ce débat avait été mené avec le RSP en son temps, mais le RSP n'existe plus. On parle d'une armée fédérée, une armée unie aujourd'hui. Oui, mais il ne suffit pas seulement de galvauder sur les mots. L'armée fédérée signifie d'abord une armée moralisée. Et une armée moralisée signifie qu'une hiérarchie militaire patriotique. Une hiérarchie militaire qui songe d'abord à la troupe avant de songer à elle-même. Ça signifie une armée au niveau de laquelle, quand on donne 2500 francs pour un FDS, quel que soit son niveau inférieur de classement, ces 2500 francs lui parviennent pour qu'il puisse faire son travail. Une armée également réunie et efficace, c'est une armée également qui est adossée à un plan politique, à une stature politique en termes de gouvernance, des gens qui ont une vision, qui font en sorte que toutes les décisions qui sont prises, c'est uniquement dans l'intérêt de leur peuple. Mais vous comprenez très bien quand on vient s'asseoir sur un fauteuil où on doit penser à soi-même d'abord, et où le patriotisme, la gouvernance vertueuse, la bonne conduite, le civisme ne sont que des mots prononcés rien qu'au bout de lèvres, et dans le comportement quotidien on ne le constate pas. On ne doit pas être étonné des travers qu'on traverse. Avez-vous l'intention clairement de dire que le Burkina a un problème de commandement aujourd'hui au niveau de son armée? On a souhaité qu'il y ait un ministère plein de la défense. C'est le cas aujourd'hui. On a un nouveau chef d'état-major général des armées. Est-ce que tous ces changements ne sont pas faits dans le but de pouvoir répondre quand même à ce que le peuple a souhaité sur le terrain? La question de la sécurité d'un pays n'est pas forcément une question de création d'une institution unique. Ça peut faire partie, mais il ne faut pas résumer le débat à cela. Il faut dire que l'armée, c'est un outil doté que se dote un système politique pour faire face à ces réalités. Mais est-ce que ces réalités, les ambitions, les objectifs de ce système politique qui nous gouverne, est-ce que ce sont les objectifs qui sont visés, sont-ils véritablement pour protéger le peuple? Si c'était pour protéger le peuple, on n'allait pas être à une déconfiture avancée, une politisation avancée de l'armée, de sorte qu'à un moment donné, on ait trouvé carrément des fissures au sein de cette armée. Donc, ça veut dire que c'est une orientation politique qui dirige et qui oriente notre armée en fonction de ses besoins, en fonction de ses objectifs de développement. Mais si le pays n'est pas indépendant à décider de lui-même, si le pays n'a pas à la tête des hommes courageux, patriotes, qui sont capables de dire que telle politique étrangère n'a pas droit de citer dans notre pays, il est tout à fait clair qu'on va naviguer à vue et on n'aura pas un avenir serein. Bassama Bazi accuse donc sans du tout les forces étrangères. On a un Burkinabé aujourd'hui du nom de Malam Diko qui serait derrière des attaques. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui un problème même de coordination et de renseignement au niveau du peuple burkinabé? Parce que ce sont des jeunes Burkinabés aujourd'hui qui sont en train de se radicaliser tout de même. Est-ce que c'est la France qui les manipule selon vous? Mais justement, voilà pourquoi j'ai dit aussi dans notre société, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse construire un Burkina de demain qui puisse être profitable aux générations futures, il faut qu'on évite de se mentir. Il faut éviter l'hypocrisie et la démagogie. Qu'est-ce que j'appelle démagogie? C'est quand les autorités politiques, à un moment donné, je l'ai dit tantôt, ont sur leurs lèvres des mots qui ne collent pas du tout à la réalité de leur pratique. Et c'est quand on regarde au niveau de la société, et il n'y a pas une véritable orientation politique renforçant la solidarité au niveau des couches sociales. Mais quand on crée des conditions de déstabilisation familiale, où le travailleur n'arrive pas à s'en sortir, où à tous les niveaux c'est le chacun pour soi, ou l'enfant du voisin qui pleure la nuit, même si j'ai mangé à sa société, ça ne me regarde pas, il est tout à fait clair que nous créons tous, de façon consciente ou inconsciente, un terreau fertile pour que des enfants se retrouvent dans la rue et soient recrutés. Le deuxième aspect,
Vous voyez que depuis des dizaines d'années, le débat se mène sur les enfants qui se promènent dans la rue avec des boîtes pour demander. Il est toujours dit, tout à fait, les imams imminents ont toujours dit que même dans le Coran, il n'y a pas de passages qui vont vers cela. L'État attend quoi pour approcher la communauté musulmane et faire en sorte à ce que cela n'existe pas. Donc c'est pour dire que comme on n'a pas une orientation indépendante au plan politique, économique, social et sécuritaire de notre pays, et que ceux qui sont à la tête de nos pays sont des gens qui, comme je l'ai dit tantôt, appliquent des décisions qui viennent de l'extérieur, ils n'ont pas le courage et le patriotisme nécessaire de faire face à certains mots. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, vous constaterez que vous, Ismaël, vous vous arrêtez au feu, ou que vous êtes assis dans un restaurant, et si vous n'êtes pas doté d'une sensibilité à un niveau donné, un enfant qui passe, qui soit mal habillé ou qui ait faim, ça dit de ne pas vous toucher. Pourtant, qu'on le veuille ou pas, cet enfant qui vient tendre la main, qui peut passer toute la journée à se promener, qui n'a pas la possibilité d'aller à l'école parce que les parents également n'en ont pas, à 22 heures, si vous passez sous les échangeurs, vous allez trouver des enfants qui y dorment, sous le froid, sous le vent. Ils vont braver tous les types de maladies. Est-ce que la responsabilité n'incombe pas à toute la société burkinabé? Est-ce que ce n'est pas tout le monde qui a démissionné finalement pour qu'on en arrive à cette situation regrettable? Mais justement, quand on est face à des politiques qui n'ont pas assez un niveau élevé de responsabilité, on rejette la responsabilité sur toute la société. Pourquoi la société est stratifiée? Elle est stratifiée parce que la base sociale là, commence par la famille. Et le niveau secondaire commence par la société de façon globale. Et la force de troisième niveau, c'est la force étatique. Donc l'État est la force commune au niveau de la société qui doit donner des orientations de comportement et qui doit veiller à la protection des uns des autres, qui doit veiller à la protection de la cellule familiale. Mais si cet État lui-même est défaillant, il n'a pas les capacités de jouer son plein rôle en termes d'indépendance, les politiques qui sont prises sont des politiques copier-coller, il est tout à fait normal que la famille sera abandonnée. Et les politiciens vont se retrouver à dire que chacun éduque son enfant. Mais pour éduquer ton enfant, il te faut des ressources. Et ces ressources, c'est l'État, à travers sa vision politique bien assise, qui permet de gérer de façon conséquente en évitant toute malversation, toute mauvaise gouvernance et doter les familles de façon échelonnée en ressources pour que chacun puisse vivre et être sécurisé. À vous entendre, la précarité, le misérabilisme, l'état donc défectueux même des conditions de vie des populations serait sans doute l'un des arguments qui plaident aujourd'hui en faveur de cette montée du terrorisme au Burkina? Oui, je vous le dis parce qu'il y a des exemples. Quand nous parlons, il est toujours bien de se référer à des exemples. Parce que quand nous disons, par exemple, au plan économique en fonction de sur la gestion des ressources de notre pays, si vous prenez par exemple les crimes économiques qui sont dénoncés, dont c'est l'une des raisons principale qui a conduit à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas une volonté politique affichée de combattre les détournements des fonds publics et le pillage du bien public. Et si vous regardez par exemple dans les dossiers, si vous partez à la Direction générale des douanes, ils vont vous faire sortir des documents qui indiquent que le manque à recouvrer à ce niveau remonte à 29,2 milliards. Au niveau du Trésor, par exemple, ça remonte à 29,8 milliards. Au niveau de la Direction générale des entreprises, ça remonte à 102,8 milliards. Mais ceux qui ont été des anciens ministres, des anciens députés, des anciens présidents d'institutions et même des personnalités morales ont acquis des prêts indûment octroyés par l'État qui remontent à 49,36 milliards. Mais quand on s'adresse à la jeunesse en disant qu'elle est incivique, moi j'aurais compris que ces hommes politiques qui sont toujours, dont certains toujours sont en fonction, ils auraient peut-être de façon officielle pris l'engagement et un délai précis de venir rembourser. Et c'est tout cela qui contribue à l'éducation de la jeunesse. Que de s'asseoir dire que la jeunesse est incivique, et pourtant, soi-même on est là, on est assis sur un fauteuil ministériel ou législatif, et puis le comportement n'est pas conforme à la moralité qui doit être dictée par la société. L'exemple vient d'en haut, selon vous, clairement. Alors, on va reparler bien entendu de tous ces aspects dans un court instant. Monsieur Bassongo-Bazé, pour vous aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer à durcir le ton sur le plan syndical au moment où le Burkina est en train de perdre une partie de son territoire? Et je pense que si vous comprenez pourquoi nous durcissons le ton, la question de la défense territoriale fait partie des revendications, des revendications syndicales. Quand nous nous positionnons à faire en sorte à ce que les relations internationales développées par le Burkina soient des relations qui prennent en compte l'avenir du pays et non des relations de copinage, ça veut dire que ça prend en compte ces aspects. Quand nous disons qu'il est essentiel de faire en sorte à ce que nos forces de défense soient moralisées, ça fait partie de ces aspects. Donc,
comprenez très bien que le temps qui est utilisé par le mouvement syndical n'est pas un temps inventé. D'autant que la réaction sociale, que ce soit au niveau des populations ou au niveau du mouvement syndical, c'est une forme de résistance. Mais on résiste à un environnement. Donc le comportement dans la résistance dépend de ce qu'on t'impose. Donc si vous devez résister à une force qui est en face, qui vous fait du mal, c'est en fonction de la ténacité de cette force que vous organisez. Donc, s'il n'y a pas de force malveillante en face, il n'y a pas de raison que vous rentrez en résistance, ce serait inutile. Mais quand on vous écoute attentivement, pourquoi vous, aujourd'hui, centrale syndicale, vous ne demanderez pas, par exemple, à vos militants et sympathisants d'accepter, contribuer à ce qu'on dote l'armée burkinabé de moyens nécessaires? Par exemple, ça peut être également un acte social que vous allez commettre. Oui, mais comprenez bien que si vous vous rappelez en 1974, quand le général Feu Marquis Moko Garango a été nommé ministre des Finances, malgré qu'il y ait eu le soulèvement populaire du 3 janvier 1966, l'intersyndicat en 1974 a été approché pour dire que les caisses de l'État étaient vides. C'est par accord que l'intersyndicat et par patriotisme a accepté que l'UTS, l'impôt unique sur le traitement salarial, a été impacté en 1974. En 1975, les tenants du pouvoir sont revenus vers l'intersyndicat pour dire que le parc automobile de l'État était vétuste et avait d'autres dépenses. Ils ont accepté encore la reconduction une année supplémentaire de la mise en œuvre de l'UTS. D'année en année, l'UTS est impacté sur le salaire jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour dire que ceux qui travaillent dans notre pays, quand on prend le cas des travailleurs, qu'ils soient du privé ou du public, avec l'environnement délétère qui leur est imposé, il faut dire que le travailleur burkinabé, c'est quelqu'un qui est assez patriotique et conscient. Je le dis d'autant que quand vous prenez la dévaluation du franc CFA en 1994, janvier 1994, ça a érodé le pouvoir d'achat des travailleurs à plus de 50%. Les économistes s'entendent de dire que chaque année, le minimum d'inflation sur le terrain monte à 3%. Prenons même la moitié qui est 1,5%. Multiplié de 1994 à 2017, ça fait 23 ans. Quand on multiplie ça par 1,5%, ça fait 34,5%. Plus les 50%, ça fait 84,5%. Ça veut dire qu'un salaire nominal de 100 000 francs, qui était touché en 1994, aujourd'hui n'a de valeur réelle sur le terrain que 10 000 francs. Ça, c'est les théories. Mais maintenant, dans la pratique, vous allez me permettre, parce que moi, je me promène souvent. Bien entendu. Je me promène. Voilà, je me promène avec mes preuves. Par exemple, quand vous prenez ce sachet d'huile, dans les années 94, le coût, c'était 10 francs. En 2000, c'est passé à 25 francs. Ismaël, si vous sortez, vous prenez ça, vous partez dans une boutique, la valeur, c'est 50 francs. Ça fait 500% d'augmentation. Mais si vous prenez encore une autre preuve, qui est par exemple ce sel, cette quantité, dans les années 1994, c'était 10 francs. En 2000, c'est passé à 25 francs. Aujourd'hui, vous demandez sur le marché, ça fait 50 francs. Pour aller plus loin, si j'enlève d'autres, lui, c'est ce que le peuple à la base consomme. Quand vous prenez ça, ça fait 10 francs en 1994. En 2000, c'est 25. Aujourd'hui, voilà la valeur de 50 francs. Si vous prenez, comment dirais-je, ça faisait 25, le haricot, ça faisait 25 francs en 1994. En 2000, c'est passé à 50 francs. Aujourd'hui, ça fait 100 francs. Mais si vous prenez le sucre, les carreaux de sucre, en 1994, c'était 5 carreaux de sucre. 5 carreaux de sucre à 5 francs. En 2000, c'est passé à 3 carreaux de sucre à 10 francs. Aujourd'hui, il n'y a pas de carreaux de sucre à 5 francs dans les boutiques. Ça signifie que si on se ramène, on laisse le côté théorique de côté, le pouvoir d'achat a été érodé à plus de, au minimum 500%. C'est pour dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez les fonctionnaires s'aligner, les travailleurs s'aligner devant les banques, à partir du 24 du mois, ce n'est pas pour toucher leur salaire. Dans la majeure partie des cas, si vous leur demandez, c'est des avances sur le salaire qu'ils s'en vont prendre, puisqu'ils ont déjà consommé ça dès le début. Vous voulez parler notamment des découvertes qui sont permises aujourd'hui par les banques. Donc, ça veut dire que quand le fonctionnaire aujourd'hui, le travailleur réagit, il réagit parce qu'il ne tient plus. Et la preuve est que, à la rencontre gouvernement syndicat qui s'est terminée le 1er février, nous avons dit de prendre des dispositions idoines pour faire en sorte que même les populations, l'ensemble des gares ferroviaires qui ont été fermées sur l'axe Ouagadougou jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire, il faut les rouvrir. Il n'y a pas de raison qu'en Côte d'Ivoire, leurs gares sont restées ouvertes et pour nous, on les ferme. Parce que toutes les entités ferroviaires qui sont sur cette voie permettent à la communauté d'investir en économie, permettent à la jeunesse d'avoir de l'emploi et ça réduit la pression sur le travailleur qui est interpellé au village. On a besoin de l'argent pour amener la tente en santé, on a besoin d'argent pour acheter les fournitures de tel neveu, mais si toutes ces zones fonctionnent, ça permet de réduire la pression sur le travailleur. Alors, vous le dites si bien, mais est-ce que dans les conditions
d'augmentation de salaire que vous réclamez, d'indemnité et tout, c'est en arrêtant de travailler que vous allez avoir les moyens pour un pays pauvre, très endetté comme le Burkina Faso. Justement, comme je l'ai dit, le comportement du travailleur syndiqué en arrêtant de travailler, c'est tout simplement une forme de résistance face à celui qui l'exploite. Et je le dis... Mais quand le travailleur arrête de travailler, les pertes que cela engendre, qui va payer pour le travailleur? J'en arrive. Ça veut dire que quand on résume en ce moment, le rôle du syndicat a ce rôle, j'ai dit tantôt aux autorités que c'est méconnaître l'organisation syndicale, qui a 4 fonctions essentielles. La première fonction de l'organisation syndicale, c'est d'éduquer ses militants afin qu'ils soient des modèles professionnels et sociaux. Le deuxième niveau, le syndicat fait en sorte à ce que l'ensemble des lois et décrets qui sont pris dans notre pays ne créent pas des travers pour les populations. C'est ça qu'on appelle la normation. Le troisième niveau ou fonction, c'est ce qu'on appelle la représentation. Dans des instances de décision, de contribution, le mouvement syndical est représenté par ses militants. Et la dernière des fonctions, c'est ce qu'on appelle la revendication. Quand on est dans un pays démocratique, où les dirigeants même savent ce que c'est que la parole donnée, vous allez constater qu'il n'y aura pratiquement pas de mouvement. Pourquoi? Parce que dans la revendication, il faut recenser l'ensemble des préoccupations du travailleur. En termes de plateforme, vous les transmettez à qui de droit et vous attendez une réaction. C'est quand il n'y a pas de réaction, vous faites une assemblée générale pour avoir le point de vue des travailleurs. Vous informez. Quand l'oreille de l'autorité est toujours sourde, vous annoncez un sitting. Pour aller en grève, le préavis est déposé et il y a un minimum, ça va de 7 jours à 15 jours. Donc tout ça, c'est pour permettre à l'autorité qui est en face d'écouter et de voir comment il peut dialoguer pour trouver des solutions. Malheureusement, on a constaté que malgré tout ça, non seulement on résume la fonction syndicale à la revendication, ce qui n'est pas vrai, et deuxièmement, on laisse la grève se déclencher avant d'appeler les gens à discuter. Et pour terminer, Ismaël, pour terminer sur ce cas, quand discuter, ça veut dire quoi? Dialoguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous aboutissez à un minimum, la moralité recommande que ce minimum soit mis en œuvre. Mais quand vous discutez avec quelqu'un, vous prenez un engagement, à moins d'un mois, il revient vous dit que lui ne peut pas appliquer, à la limite, vous n'avez pas dialogué, vous avez fait une rencontre. À la limite, un croisement. Mais si c'est le croisement, on se croise sur les routes chaque jour. On n'en a pas besoin d'aller s'asseoir. On a l'impression qu'il y a un dialogue de sourds entre vous et les autorités. Comment se fait-il qu'on ait clos les travaux du dialogue social le 1er février et au lendemain de la clôture de ce dialogue, de façon sectorielle, les luttes ont repris? C'est comme s'il n'y a pas de sincérité entre vous et le gouvernement finalement. Oui, mais justement, tout ça, ça rentre en ligne de compte de ce que j'ai dit tantôt. Les autorités méconnaissent ce que c'est que le mouvement syndical. Parce que la rencontre gouvernement-syndicat, il est dit clairement que c'est une rencontre entre le gouvernement et l'unité d'action syndicale. Et la rencontre l'ordre du jour porte sur le cahier de doléances déposé le 1er mai. Ça ne recentre pas l'ensemble des préoccupations de tous les travailleurs. L'unité d'action syndicale s'occupe... Oui, l'unité d'action syndicale composée de 6 centrales syndicales et 17 syndicats autonomes s'occupe des questions centrales. Ça veut dire s'il y a une préoccupation sectorielle qui a été engagée, et à un moment donné, ça fait des blocages, ça fait des dégâts, et que l'UAS intervient, elle est obligée de la prendre et la traiter au niveau central. Ça veut dire que si la rencontre gouvernement-syndicat devait se résumer à l'ensemble des préoccupations de tous les travailleurs de notre pays, on allait avoir un cahier de doléances qui allait monter à 400-500 points. Et c'est le même gouvernement qui allait revenir dire que c'est trop. Donc, de ce point de vue, l'unité d'action syndicale traite les questions centrales. Les questions périphériques ou sectorielles, il est fait acte à tout responsable d'institution de développer des cadres de dialogue, de concertation avec les différents militants et puis de trouver solution. Et pour terminer sur ce point, cela ne veut pas dire que quand il y a une lutte sectorielle qui est engagée, l'unité d'action syndicale ne peut pas intervenir. C'est l'exemple que j'ai donné concernant le Synamica, où le 24 janvier, le Premier ministre nous a contactés parce que ses camarades au niveau du ministère de l'Industrie devaient déclencher une grève à 24 heures. Nous avons dit à son Excellence sur place que notre inquiétude, c'est que quand on aboutit à des accords, vous ne les appliquez jamais. Il a dit ce jour, non, lui, il donne sa parole, ça sera fait. Le même 24, nous avons appelé les camarades à la bout du travail. Nous avons engagé le débat avec eux. Après, nous sommes montés au ministère jusqu'à 20 heures. On les a contraints à aller à la signature de l'accord où l'unité d'action syndicale a signé, le Synamica a signé, et sur la signature, le document a signé, il y avait le ministre de l'Industrie du Commerce, il y avait le Premier ministre. Mais à notre grande surprise, les camarades ont levé non seulement le mot d'ordre qui devait déclencher à 24 heures, à notre grande surprise, une semaine plus tard, les camarades nous disent que bon, le ministre est revenu dire que le gouvernement ne peut pas mettre ça en œuvre. Mais vous voyez, quand on agit comme ça veut dire l'unité d'action syndicale qui se veut un ressort qu'on peut utiliser pour débloquer une situation de crise, et si on ne fait pas attention,
le gouvernement lui-même va le discréditer. Il va casser le ressort et finalement, on ne saura plus sur quoi s'appuyer. De toute façon, l'unité d'action syndicale a des problèmes aujourd'hui. On en reparlera entre le PNDS qui vous a montré clairement cette division sur la place publique. Alors, M. Bazé, aujourd'hui, quand on regarde 2016, vous avez pratiquement bloqué l'administration en 2016 avec les multiples luttes syndicales. 2017 commence encore sous les mêmes auspices. Il y a beaucoup de pertes que les luttes engendrent au Burkina Faso. Les pertes, là, finalement, qui doit payer pour qu'on puisse vous donner de bonnes indemnités et de bons salaires? Je pense que quand on regarde le comportement des autorités, on se pose la question si ce n'est pas volontairement fait pour créer cet environnement afin de justifier pourquoi elles sont incompétentes. Parce que quand on prend des engagements et puis 10 jours après on revient, on les met en cause, on sait très bien que le résultat, ça sera la révolte. Donc il faut se comporter de telle façon, avoir un tel climat pour pouvoir justifier son inefficacité. Le deuxième aspect, il faut comprendre que quand on parle de perte, le premier perdant dans une lutte syndicale, c'est d'abord le travailleur qui va en lutte. D'autant que les textes autorisent que dès lors que le travailleur ne travaille pas, il y a une possibilité de retenir le 30e de son salaire de base. Mais qu'est-ce que l'État lui-même fait? Pour semer le désordre, on prend le salaire total, c'est même pas le salaire total, on rentre dans le salaire de l'intéressé. S'il a fait observer 24 heures de grève, on enlève 30 000 francs. Si on enlève 30 000 francs, mathématiquement parlant, ça veut dire que son salaire à la fin du mois, ça fait 30 000 multiplié par 30, ça fait 900 000 francs. Mais si vous enlevez 30 000 francs donc, dans le salaire de quelqu'un qui a 180 000 francs, parce qu'il a observé un mouvement de grève pendant 24 heures, ça c'est une forme de pillage. C'est des détournements. Et en principe, si on était dans un pays où la justice fonctionne, si on saisit la justice, des choses comme ça doivent être condamnées. Mais malheureusement, ceux qui posent ces actes se disent que même si on me condamne, comme ce n'est pas ma poche qui va payer, c'est l'État qui va payer, ça fait qu'on a des autorités qui ne sont pas du tout responsables. Le deuxième niveau, quand on parle de perte, voilà pourquoi nous avons dit il faut nommer les gens en fonction de leurs compétences. Il faut dépolitiser l'administration. Si les gens sont nommés en fonction de leurs compétences, ils comprendront qu'ils sont ici, pas par chapelle politique, mais sur la base de sa compétence. Et ils comprennent ce que c'est que la relation professionnelle entre lui, en tant que responsable, et les travailleurs. Dès lors que ce n'est pas conduit comme ça va toujours créer des difficultés. Et le troisième niveau, troisième exemple que je donne, vous savez que l'organisation syndicale, je l'ai dit tantôt, contribue à l'éducation du travailleur. Bien entendu. Regardez ce que le gouvernement fait. On lui dit, deux éléments, on lui dit, les textes, la Convention 87-98 et puis la Convention interprofessionnelle de juillet 1974 permet aux syndicats de saisir l'autorité, créer un compte où on peut couper la cotisation du travailleur et puis reverser avec son consentement. C'est ça qu'on appelle le check-off. On a poursuivi le gouvernement, on a dû arracher ça cette année, mais le privé ne veut pas appliquer. Et nous avons aussi dit, pour assainir le milieu syndical, il faut organiser ce qu'on appelle les élections professionnelles. Ça signifie quoi? Il y a beaucoup de syndicats, on organise des élections, on demande aux travailleurs à quelle centrale syndicale ou à quel syndicat autonome vous avez confiance pour défendre vos intérêts. Les travailleurs vont voter. On dépouille et on dit, au Burkina Faso, dans le mouvement syndical, les organisations représentatives capables de représenter les travailleurs sur 5 ans, les voilà. Et ce sont les interlocuteurs crédibles du gouvernement. Mais ils ne veulent pas le faire. Et pourquoi? Un autre élément majeur aujourd'hui, on a 160 000 fonctionnaires pour l'ensemble du Burkina Faso, mais c'est vous qui faites plus de bruit alors qu'on a près de 18 millions de Burkinabés. Est-ce que vous pensez un tant soit peu aux acteurs du privé souvent qui sont aujourd'hui bloqués dans leur fonctionnement parce que vous êtes en grève au niveau de la fonction publique? Oui, mais quand on ramène le nombre minimal à ce niveau en disant qu'on est 160 000, oui, à supposer même que ce soit la réalité. Oui. Le Burkina Faso compte 18 millions d'habitants. Mais le gouvernement, il y a combien de ministres? Est-ce qu'on va dire par rapport à leur minorité s'ils posaient une préoccupation, elle n'est pas importante? Il y a combien d'éléments de force de défense et de sécurité pour s'occuper de ces 18 millions de Burkinabés? Je dis que celui qui le dit, quand il est le représentant des travailleurs en termes politiques au niveau du ministère de la fonction publique, c'est des gens qui ignorent leur rôle. Parce que le travailleur, c'est le représentant de l'État à l'échelon inférieur. Donc, si vous estimez qu'ils ne sont pas nombreux, donc ils ne doivent pas revendiquer, vous ignorez votre rôle. Et je prends un exemple. Par rapport aux statistiques données par l'Organisation mondiale de la santé, il ressort clairement qu'un médecin dans notre pays exécute le travail de 36 médecins. Un infirmier d'État exécute le travail de 6 infirmiers d'État. Une sage-femme d'État exécute le travail de 5 sages-femmes d'État. Ça veut dire que nous sommes en dessous des normes qui sont recommandées au niveau international. Donc, si cette minorité de travailleurs se bat pour qu'il y ait des ressources, elle doit être félicitée. Elle doit être accompagnée. Donc, il ne faudrait pas qu'on utilise des arguties pour dire, bon, comme ils ne sont pas nombreux, ils ne doivent pas revendiquer. Deuxième niveau, les revendications ne se limitent pas seulement aux travailleurs de la fonction publique. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une méconnaissance de l'environnement syndical. L'unité d'action syndicale, et même quand vous prenez la CGTB,
le syndicat des brasseries, ce n'est pas de la fonction publique. C'est au niveau des brasseries. Quand vous prenez le syndicat de l'agriculture, il y a des agents privés à l'intérieur. Quand vous prenez le tourisme, il y a des agents privés à l'intérieur. Est-ce que la majorité de vos militants appartiennent à l'administration publique tout de même? Non, mais pas du tout. La pas majorité du tout. tout de même. Pas du tout. Quand vous prenez la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers, ce sont des membres de la CGTB, c'est le privé. Et au-delà, quand par exemple la CGTB revendique à ce qu'on rouvre les gares ferroviaires sur toute l'allée, c'est pour toutes les populations. Quand nous disons qu'il faut faire en sorte de réunir toutes les conditions pour une application convenable du continuum au niveau du primaire, que nous avons dénoncé depuis 2012 en faisant des propositions qui n'ont pas été prises en compte, le résultat aujourd'hui, nous avons 3000 écoles sous paillotte. Au niveau du système licence, master, doctorat, en 2000, nous avons dit qu'il ne fallait pas invalider l'année et que le retard était rattrapable. On a même été appuyé par le comité scientifique de l'université. Mais ils ont procédé à une invalidation politique, créant des intra- et extra-miros. Aujourd'hui, voilà les conséquences avec le système LMD, où on n'a pas début d'année universitaire et de fin. Et le dernier exemple que je prends à ce niveau, également, c'est le même gouvernement. Les acteurs qui sont là aujourd'hui, qui étaient là en son temps, qui ont pris une circulaire pour informer dans tous les établissements du Burkina Faso, parce que comme dans la même année, il y a eu des mouvements, certains devoirs n'ont pas été exécutés, ils ont pris une circulaire pour dire que tout enfant qui a une moyenne, même si c'est une seule note, 10 sur 20, il passe en classe supérieure. Il y a des élèves qui sont passés en 2000 en classe supérieure avec 10 sur 20 en EPS. D'autres sont passés avec 10 sur 20 en histoire géo ou en SVT. Mais vous imaginez quelqu'un qui fait une seconde C, où c'est des matières scientifiques. Vous passez de la seconde C en première C avec 10 sur 20. Et ce sont les mêmes autorités qui ont pris aussi une note pour dire dans les établissements, il n'est pas question que pendant votre cours, vous évoquiez des questions de moralité, qu'ils ont traité de questions politiques. Ça veut dire, moi qui enseigne des élèves, je ne dois pas leur dire, si j'utilise par exemple le granit pour faire mon cours, je ne dois pas leur dire que quand vous allez devenir des ingénieurs, n'utilisez pas du granit pourri pour faire goudronner les voies. Parce que ce sont des prêts. Mais si donner des exemples dans ça, c'est un langage politique, vous voyez là où ça nous a conduit. Alors, je signale au passage aux téléspectateurs de Burkina Info que vous êtes un enseignant de SVT au lycée Philippe Zenda Kabore. On en reparlera peut-être en fin d'émission si le temps nous permet. Alors, M. Bazier, vous avez parlé tout à l'heure donc des agents de santé. Vous avez ouvert une fenêtre. On en profite justement dans l'émission. La grève sans service minimum qui a créé la polémique au Burkina Faso. Le SYNCHA appartient à la CGTB. Est-ce que vous pensez que c'est juste dans un pays comme le Burkina Faso qu'on fasse une grève sans service minimum? Non, à ce niveau, il faut d'abord compatir à la douleur des patients. Deuxième niveau, il faut dire que la réaction populaire que nous avons constatée à un moment donné, a été liée à la communication malsaine créée par le gouvernement pour monter les populations contre les travailleurs. D'autant que la question du service minimum ne relève pas des prérogatives d'un syndicat. Ça relève des prérogatives du gouvernement. En ce sens que le préavis de grève est adressé à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et à son article 36, l'article 36 de la Constitution du 2 juin 1991 stipule qu'il veille à la mise en œuvre du contenu de la Constitution. Donc le préavis de grève permet de prendre des dispositions en attendant le déclenchement de la grève. Donc le service minimum, même si le SYNCHA l'a lâché en disant qu'il le fera sans service minimum, il ne lui appartenait de toute façon pas d'organiser un service minimum. Conformément à la loi 45-60, conformément à l'article 16 de l'arrêté 117, tout ça qui porte sur l'organisation des établissements publics d'État, il n'appartient pas à un syndicat d'organiser un service minimum. Maintenant, et le serment d'Hippocrate, finalement. Non, le serment d'Hippocrate, oui. Justement, ce qu'on a voulu, c'est que les médecins assistent de façon douloureuse à des ramassages de morts quotidiens entre les quatre murs. Ismaël, si vous vous présentez à Yalgadour, des moments vous allez aller trouver dans certains blocs opératoires où des médecins poursuivent des opérations avec des torches ou la lampe de leur portable. C'est inadmissible. Si vous partez dans certains CSPS, reculés dans certains villages, c'est des sages-femmes d'État qui accouchent des femmes en les assistant avec une torche attachée à la tête. Ça veut dire que ces gens s'investissent beaucoup. Mais si vous travaillez, vous rentrez au bloc opératoire, et brutalement on vient vous dire que même les fils de suture manquent, mais qui doit vous doter? Ce n'est pas avec votre salaire, vous allez en acheter. Les revendications du monde de la santé ne sont pas liées forcément à des questions pécuniaires. Je prends l'exemple. Le 17 mars 2016, Nana Zourata, elle est tombée, la table s'est brisée, sous son poids, elle est tombée en couche, et elle et l'enfant, ils sont restés. Donc, pourtant, des revendications portent sur le renouvellement du matériel
dans les hôpitaux. Le 8 juillet 2016, un bébé est décédé par manque de couveuse. Donc ça veut dire qu'il y a manque de matériel. On aurait pu comprendre si les ressources dans notre pays manquent. Mais quand on découvre des cantines de 2 milliards dans des maisons de certains dignitaires et la justice traîne là-dessus, mais peut-être qu'il y a beaucoup qu'on n'a pas pu découvrir et la justice doit continuer, des recherches continuer pour pouvoir en découvrir. Vous pensez qu'il y en a encore des cantines dans les domiciles à Ouagadougou? Ça ne Ouagadougou? m'étonnerait pas qu'on en trouve. Ça ne m'étonnerait pas qu'on en trouve. Utile à la gendarmerie pour mais des investigations à ce niveau-là. Oui, c'est leur rôle, ils doivent le faire. Ben, vous allez peut-être être un indique, pourquoi pas? Il n'y a aucun souci si j'en connais. Alors, nous allons continuer l'émission toujours avec vous. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement. La lutte syndicale, elle a été vraiment donc au devant de l'actualité en 2017 également. On a même parlé de trêve sociale. Finalement, où vous en êtes avec ce débat-là? Faut-il une trêve sociale pour permettre au gouvernement de bien travailler, leur donner quand même un sursis pour qu'ils puissent mettre en exécution le programme sur lequel le président a été voté? Je vous ai dit, Ismaël, que la trêve sociale, c'est une conséquence. Oui. Il serait illusoire et démagogique de dire à quelqu'un on pourrait éviter une conséquence tout en maintenant la cause ou en aggravant la cause. Si vous allumez le feu, vous vous activez qu'il n'y ait pas de fumée, vous mentez à vous-même. Donc, il faut travailler à bannir la mauvaise gouvernance, le pillage des ressources de l'État, les détournements. Si l'État, depuis que son Excellence Sorok a été élu et installé, et son gouvernement, et que les Salif Diallo sont à l'Assemblée, vous avez vu comment les questions de tablettes ont défreiné la chronique, avec les questions de millions. Si chacun, à un niveau donné, faisait en sorte à ce que son comportement soit exemplaire, et qu'il y ait une volonté politique engagée, lutter et récupérer tous les biens pillés, vous allez voir que même les fonctionnaires, à un moment donné, ils allaient être capables de dire mon salaire, même s'il faut le concéder à 50%, je vais le faire. D'autant que je sais très bien que les investissements qui sont faits, mon salaire, je l'utilisais pour aller au niveau de la santé. Mais si je sais que la santé sera gratuite, il n'y a pas de raison de ne pas concéder. Si je sais que l'enfant ira à l'école, il sera éduqué convenablement, sans que je ne paie la scolarité, il n'y a pas de raison que je ne concède pas. Mais on ne peut pas continuer de chanter à dire de serrer la ceinture, et quand on regarde le comportement de ceux qui disent de serrer la ceinture, et ça dessert. C'est contradictoire et c'est inacceptable. Alors, le langage s'est durci à un moment donné entre vous et le Premier ministre. Salif Diallo même a parlé d'officine, de manœuvres politiques et de provocation d'officine peu crédibles finalement. Les organisations syndicales, entre vous et puis le politique, le torchon brûle jusqu'à preuve de contraire. Non, il faut dire que les politiques, il faut dire que ce n'est pas leur première fois. Ils ont toujours été comme ça. Mais est-ce que vous n'êtes pas manipulé? Oui, j'arrive. Je vous rappelle par exemple les propos de Joseph Issouf Konombo, le 4 février 1974 à la Maison du Peuple, pendant un meeting du RDA. Il a dit que les syndicats sont une choupape que eux, les politiques, utilisent pour parvenir au pouvoir, et immédiatement après, il faut mettre fin à toute agitation de leur part. Je rappelle également en 1980 que Gérard Kango Ouédraogo, paix à son âme, a aussi accusé le mouvement syndical en disant que les masques sont tombés et que c'est une jonction entre les syndicats et l'opposition pour les renverser. Je rappelle Tetu Zongo en 2011, où à l'Assemblée nationale, il a eu à dire, et il y a eu des députés pour l'applaudir, il a eu à dire que des marches ne vont jamais rien changer dans ce pays. Les gens vont marcher et remarcher, il n'y aura rien. Dans la même année 2011, il est parti suite à la grogne sociale. Luc Adolphe Thiago, dans la même Assemblée nationale, a dit que face à notre mécontentement, parce que notre camarade de Séguénéga a été licencié, le gouvernement n'allait pas reculer. Quand on a démontré dans la loi qu'il s'est trompé, il a reculé. Maintenant, pour venir au propos de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, même s'il s'est excusé, je commence par Salif Diallo. Quand vous écoutez le discours, quand vous le lisez, j'ai le courage de dire que c'est incohérent. Pourquoi? Parce qu'il a dit premièrement que dans le monde, 1% de la population s'accapare de plus de 50% des richesses. Ce qui peut être vrai. Il dit qu'en Afrique, plus de 2/3 de la population vivent au quotidien avec moins d'$1 par jour. Moins d'$1 par jour, ce qui peut être vrai. Et il dit que c'est toute cette situation qui crée la famine, la misère, les maladies, la paupérisation continue. Et il continue en disant que ça se comprend que tous les peuples se dressent et mènent des luttes politiques face à tout fossoyeur de la démocratie et des libertés. Et il a même cité Jean-Michel Rips, qui a dit que la résistance a été inventée pour que l'homme refuse de vivre à genoux. Mais tu ne peux pas faire un discours dans des paragraphes assez cohérents et brutalement au niveau du Burkina, vous dites que ces luttes qui sont menées là, c'est une manipulation politique. Vous voyez que c'est décousu. Donc de ce point de vue, ce n'est pas lié. Vous, ça ne vous fait même pas réagir pour vous, c'est un non-événement. Non, c'est un non-événement pour deux éléments. Oui. J'ai tantôt dit que sur le cas des tablettes et le cas d'1 million au niveau des députés,
je pense que ça indique que l'institution n'est pas véritablement bien dirigée. Et en termes de moralité, quand la personne tient un propos, il faut que vous-même vous soyez un exemple pour que vos propos aient des échos. Voilà qui est bien dit. Alors, M. Bazier, dites-nous pourquoi les syndicats sont divisés sur le PNDS. Vous êtes la seule centrale à ne pas soutenir cette initiative qui est censée sortir le Burkina du sous-développement. Apparemment, vous êtes contre tout ce qui est projet et programme du gouvernement. C'est l'impression que vous donnez. Ça me fait rire, Ismaël, parce qu'il faut dire que la position de la CGTB, nous l'assumons entièrement. Et c'est lié à 4 éléments. On va aller rapidement. Ouais, le premier élément, en rappelant dans l'histoire, la CGTB a été toujours critique par rapport à la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes. Et l'histoire lui a donné raison. Premier élément, c'est les passes. On les a dénoncés en 92. Aujourd'hui, le résultat social, ça fait 7850 emplois directs perdus. Nous avons dénoncé l'invalidation de l'année universitaire. Aujourd'hui, ça fait des années universitaires sans début ni fin. Nous avons dénoncé le continuum en 2012. Aujourd'hui, ça fait 3000 écoles sous paillotte. Maintenant, le deuxième niveau, c'est les incohérences. Des incohérences dans le PNDS. On ne peut pas dire dans un plan de développement que le système éducatif est en crise. Et le premier élément pour indiquer que c'est en crise, c'est que la qualité de l'éducation a baissé. Et qu'il n'y a pas de concordance entre ceux qui sont formés et la demande de l'emploi. Et en même temps, on dit pour pallier à cela, il faut recruter des diplômés chômeurs pour y compenser. Ça veut dire quoi? Que l'éducation, le système éducatif est un réservoir où on déverse tout le monde. Et pourtant, pour un pays qui a une vision, qui a une orientation, qui a un avenir, ne peut pas admettre que n'importe qui, même sans le minimum de vocation, aille éduquer les enfants. C'est un métier, exactement. C'est un métier dans lequel, dans le temps, pour y aller, il fallait une enquête de moralité. Voilà. Donc, l'autre élément d'incohérence, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans un pays agricole. Et pour le développement du pays, vous allez mettre l'accent sur l'industrialisation qui est le secteur secondaire. Mais le secteur secondaire qui est l'industrie transforme des produits de base. La matière première, c'est quoi? Donc, il fallait d'abord mettre la priorité sur l'agriculture. Le troisième niveau d'incohérence, pourquoi ils taisent dans le plan totalement les questions sur le foncier? Le foncier, vous voyez, aujourd'hui, ça défraie la chronique, les parcelles. Eux-mêmes, ils ont fait une commission d'enquête sur le foncier. Vous avez vu? Voilà, exactement. Donc, voilà tous ces éléments réunis qui nous font dire qu'aujourd'hui, quand on fait des propositions et que le gouvernement ne veut pas aller dans le sens, ce qui est grave et qui est comme une aberration, c'est même les dettes. On dit que c'est 34% de financement. On est parti à Paris, ils sont partis à Paris pour 6 000 milliards. Ils arrivent, on leur fait savoir des prétentions de 18 000 milliards. Mais quand vous avez besoin d'un prêt, vous partez en banque. C'est que votre projet, vous l'avez étudié. Bien entendu. Si vous partez pour 1 million, vous arrivez, la banque dit qu'il va vous donner 10 millions. Il y a anguille sous roche. D'autant que les critères, ce qu'ils exigent, ces bailleurs, c'est le désengagement de l'État de l'éducation. C'est le désengagement de l'État de la santé. Parce qu'ils estiment que c'est des secteurs non productifs. Donc ces bailleurs ne donnent pas parce qu'ils nous aiment. Ils nous donnent parce qu'ils veulent nous voir attachés avec une corde au cou. Et nous avons fait la dernière proposition qui est qu'au niveau du SNAID des impôts, le SNAID a dit, si on lutte contre la corruption, si on lutte contre les détournements, on n'a même pas besoin d'aller prendre des prêts pour financer le programme, le PNDS. D'autant qu'ils ont invoqué des preuves, ça fait 600 millions par an de location au niveau des bâtiments des impôts. Mais le Premier ministre a dit sur ce même plateau de l'émission Le Grand Déballage que ceux qui disent qu'on peut financer le PNDS à l'interne, vous avez suivi l'émission sans doute? J'ai suivi l'émission et voilà pourquoi je parle d'incohérence, M. Ismaël. Quand il a rencontré le SNAID, qui lui a donné les preuves à l'appui, il a dit que ce sont des preuves comme ça qu'il cherchait. Il est venu sur le plateau dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et le deuxième élément, quand nous sommes partis, nous avons repris les mêmes preuves données par le SNAID. Il a dit que c'était un document, un tableau de bord avec lequel il va travailler. Voilà qui est clos à ce niveau. Alors, on va évoluer. Il y a un journal de La Place qui a dit un jour, Bassirou Bazier, il faut qu'on vous nomme finalement Premier ministre parce qu'on a l'impression que vous avez les solutions au problème des Burkinabés. Non, c'est une confusion entre le rôle de l'organisation syndicale et le politique. Je suis syndicaliste et dirigeant une organisation syndicale qui n'est pas un parti politique. Le rôle de l'organisation syndicale, c'est un contre-pouvoir. Organiser les travailleurs, les mobiliser et résister si ça ne va pas. Les éduquer, les former et leur indiquer qu'ils n'ont pas que de devoirs, ils ont aussi des droits. Et bien sûr, pour avoir accès à ces droits, il faut bien travailler. C'est ce que du reste nos militants font. Et nous sanctionnons aussi quand quelqu'un se met sur le dos des malversations. Donc, voilà, la primature, ça ne vous intéresse pas? La primature, pour le moment, je suis responsable de la Confédération. Il ne faut pas faire confusion de rôle. Ce n'est pas un parti politique qui a pour rôle et mission la conquête et la gestion du pouvoir d'État. Est-ce que vous avez l'ambition de faire la politique un jour? Et si c'est faire la politique, je pense qu'Ismaël, vous et moi, là où nous sommes assis, notre organisation biologique même est politique.
Et quand, par exemple, vous prenez, quand vous prenez votre salaire, vous arrivez à la maison, vous mettez une enveloppe pour la santé de côté, c'est le ministère de la Santé qui parle. Quand vous mettez l'essence, la communication par mois de côté, c'est le ministère des Télécommunications. Quand vous partez saluer quelqu'un parce qu'il y a des naissances, c'est le ministère de l'Action sociale. Vers la fin du mois, quand ça ne suffit pas, les enveloppes se vident et vous réaménagez pour voir comment il faut orienter. C'est une attitude parlementaire. Ça, c'est une réaffectation budgétaire. Donc, je fais de la politique. Maintenant, est-ce que demain, Bazé Bassolma va devenir un politicien en vue de conquérir, aller dans le sens de conquérir le pouvoir d'État et devenir Premier ministre? Ça, c'est une autre question. Et là, personne n'est à mesure de vous dire ce que l'avenir nous réserve. Mais on a l'impression que ça vous intéresse sans doute. Je n'ai pas encore posé, en tout cas, une action à ma connaissance qui indique que ça m'intéresse. D'accord, voilà qui est bien dit. Alors, M. Bassolma Bazé, vous êtes en fin de mandat à la CGTB. Est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession pour un nouveau mandat? Non, je ne pense pas même au congrès de la CGTB qui pourrait s'organiser parce que pour moi, quand vous êtes sur le front, on vous désigne pour vous battre au premier plan. Chaque jour qui vient est un mandat. Vous êtes élu pour 4 ans. Les 4 ans sont presque terminés. Ce n'est pas Bassolma qui décide, ce sont les militants. Mais ça dépend de vous aussi, votre intime conviction. Oui ou non, ça vous intéresse de remplir à la tête de la CGTB? Je ne peux pas répondre à ça. Je peux dire oui, et puis peut-être d'ici demain, on va vous dire que Bassolma n'existe plus. Ça aurait servi à quoi? Donc, mon esprit est calqué sur les missions qui m'ont été assignées pendant le mandat. Vous êtes professeur de SVT au niveau du lycée Philippe Zenda Kaboré. Il nous revient que vous avez un train de vie qui va au-delà de celui d'un enseignant de lycée. Est-ce que vous le confirmez? J'ai choisi d'enseigner par vocation, sinon je suis ingénieur minier. Je suis manager des relations de travail et des organisations. Ça fait 2 diplômes successivement, Bac plus 5. Au niveau de l'éducation également, j'enseigne, je suis professeur certifié des sciences de la vie et de la terre. Ça veut dire qu'au-delà de l'enseignement, quelqu'un, même qui vient m'appeler, dire Bazé, viens donner une conférence, je peux recevoir du carburant. Et il est aussi essentiel de comprendre que le train de vie, c'est une question d'organisation de chaque individu. Sinon, ce n'est pas parce que le montant est gros qu'il vit proprement ou décemment. Vous allez donner 1 million de francs à quelqu'un par mois et donner 200 000 francs à un autre. Mais si celui qui a 1 million n'est pas bien organisé, il va vivre plus sale que celui qui a 200 000. Voilà. Donc, on représente les travailleurs, il faut être décemment présenté. Je vous pose une ultime question que vous allez répondre peut-être en 30 secondes. Vous êtes les responsables des centrales syndicales et des syndicats autonomes aujourd'hui. L'État vous octroie 100 millions par an pour vos activités syndicales. Pourquoi vous ne renoncez pas à ces fonds-là pour qu'on construise des écoles, qu'on dote les centres de santé de matériel nécessaire? Ça pourrait être un acte de patriotisme aussi de votre part. Je pense que le mouvement syndical, l'unité d'action syndicale, compte 23 organisations. Et pour vous dire que si on devait s'asseoir même attendre ces 100 millions, ce n'est pas évident qu'on allait être là où on est, d'autant que même sous la transition, ils n'ont pas payé ça. Donc c'est pour dire que c'est un élément qui est aléatoire. Mais ce gouvernement vous paye cet argent? Mais c'est un droit. Ils ne le payent pas parce qu'ils nous aiment. Mais vous le recevez toujours, cet argent? On le reçoit toujours. C'est tout à fait normal. Vous ne renoncez pas au profit des écoles? Mais on ne peut pas. Donc pour y renoncer, d'abord il faut demander à ceux qui doivent à l'État, par exemple ceux qui ont pris des prêts indûment avec l'État là de rembourser. Les partis politiques, exactement. Pas du tout. Merci à vous, Bassolma Bazé. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Merci bien. Merci aux fidèles téléspectateurs de notre télévision. Merci à tous ceux qui ont suivi. J'espère que vous avez retenu quelque chose d'essentiel. La table est bien garnie de ce qu'il faut pour le quotidien des populations burkinabées. Et très bonne suite de programme à tous et à toutes. Merci de nous avoir suivis.